La balance de frein automatique chez Renault en 2019, le moteur Ferrari début 2020, le DAS chez Mercedes, la Mercedes Rose chez Racing Point, maintenant les Flexwing. La FIA ne chôme pas, oui, les écuries de Formule 1 tentent par tous les moyens de repousser la limite du règlement et tant mieux, mais du coup, je suppose que vous êtes un petit peu paumé là-dessus. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'affaire des Flexwing et non, ça n'est pas un vaisseau dans Star Wars. Une F1 par définition, ça n'est pas parfaitement rigide, c'est impossible. La voiture bouge un petit peu de partout, elle est plus ou moins rigide dépendamment des endroits. C'est normal, c'est un assemblage de pièces. Alors je vous rassure, ce n'est pas avec nos petits bras qu'on va déformer quoi que ce soit, c'est à un niveau un petit peu plus élevé quand même. Le règlement technique de la FIA indique qu'il faut que certaines parties de la voiture soient immobiles, notamment les ailerons et les éléments de carrosserie, sauf le DRS bien évidemment. Tout cela à des fins de sécurité principalement. Un objet trop rigide aura une plus grande facilité à se casser qu'un objet mou. Faites tomber une assiette par terre, ça aura d'autres conséquences que de faire tomber une bouteille d'eau en plastique. Faites gaffe si vous êtes en couple, vous exposez à d'autres risques. Un objet qui va avoir tendance à se déformer et à revenir à sa forme initiale, à être un peu plus élastique, va pouvoir plus facilement encaisser les contraintes qui lui sont infligées. Imaginez une monoplace molle qui se déforme et change d'appui aérodynamique à chaque virage de manière non contrôlée, le pilote ne pourra pas anticiper comment la voiture va réagir. Et boum, c'est le crash. Du coup, c'est quoi le phénomène des flex wing? Flex, fléchir, wing, aile ou aileron dans notre cas. Ce phénomène se matérialise par le fait que l'aileron arrière se fléchisse, se penche, se torde on va dire, par la pression exercée par l'air à grande vitesse. Dans notre cas, l'aileron arrière, sous la pression de l'air, s'affaisse sur lui-même en reculant légèrement sur le plan horizontal et en se baissant sur le plan vertical. L'aileron, sous la pression, effectue une sorte de rotation, on va dire, et se retrouve dans une position aérodynamique avantageuse par rapport à sa forme initiale. De ce phénomène, les écuries, et en particulier Red Bull, en tirent un avantage de performance. En effet, plus la voiture va vite, plus l'aileron se tord et réduit la traînée aérodynamique, c'est-à-dire que l'aileron oppose moins de résistance à l'air et donc la voiture peut aller plus vite. Et c'est ce qu'on recherche à faire quand on est en ligne droite. Mais là où Red Bull a fait très fort, c'est d'arriver à produire un aileron principalement en carbone qui se déforme vraiment à partir d'une certaine vitesse pour gagner de la vitesse de pointe, mais où en virage, l'aileron est encore suffisamment rigide pour avoir sa forme initiale et générer l'appui aérodynamique attendu. Le gain est donc parfait, on va vite en ligne droite comme si on enlevait de l'appui aérodynamique et on va vite en virage parce que justement l'aileron ne se déforme pas. Génial, on a créé un nouveau DRS, un deuxième DRS. On parle beaucoup de Red Bull car ils sont en lutte pour le titre et que Mercedes comme Red Bull fait tout pour freiner son adversaire sur et en dehors de la piste. Oui, c'est Mercedes qui est allé voir la FIA en ne portant pas réclamation dans un premier temps, mais en demandant une clarification. C'est beaucoup moins engageant quand tu soupçonnes un adversaire de tricher entre guillemets ou du moins de gagner un avantage injuste. C'est comme ça que Ferrari d'ailleurs s'est retrouvé à devoir refaire toute l'architecture de son moteur, mais ça c'est une histoire pour la prochaine fois, on va en reparler, vous inquiétez pas. Mercedes donc, qui est loin d'être toute blanche dans l'histoire, car eux, ce n'est pas sur l'aileron arrière que ça se déforme, c'est sur l'aileron avant. Et puis dans toutes ces histoires, on peut citer Alfa Romeo qui, elle aussi, avait trouvé un gain et une déformation un peu similaire à Red Bull sur l'aileron arrière, mais qui n'avait rien demandé à personne et qui se retrouve dans toute cette histoire. De toute façon, avec les résultats qu'ils font, bon, c'est pas eux qu'on serait allé embêter, quoi. Ce phénomène d'avoir des parties de la voiture qui fléchissent sous la pression de l'air principalement, eh bien ça existe depuis des décennies. Cela a toujours été un combat depuis le début de l'utilisation de l'aéro en Formule 1. Plus récemment, par exemple, Red Bull avait déjà été épinglé en 2013 pour un phénomène similaire sur l'aileron avant, mais bon, on va pas refaire toute l'histoire, on a des exemples comme ça de partout et si on fait tous les exemples, on en a pour la journée. Et là vous allez me dire, mais du coup la FIA, elle vérifie les bagnoles ou pas ? Eh bien si, justement, mais cette fois c'est Red Bull qui a réussi non seulement à passer les tests parfaitement, mais derrière à quand même pouvoir utiliser ce phénomène de déformation. Red Bull respecte donc parfaitement les règles, principalement parce que les tests ne sont pas assez contraignants et qu'ils ont trouvé justement la petite faille pour rester dans les clous tout en gagnant en performance. Rien de choquant, bien au contraire, bravo. Bravo. Sauf que pour la FIA, et comme pour tout organisme qui régit une compétition, la règle s'accompagne souvent de l'esprit de la règle. Et là, pour le coup, l'esprit de la règle n'est pas respecté. Donc, comment faire pour le faire respecter sans changer les règles qui demanderaient un bordel administratif sans précédent de plusieurs mois? Parce que oui, on ne change pas n'importe quelle règle du jour au lendemain.
Eh bien, on applique l'article 3.9.9 du règlement technique de la FIA qui dit que la FIA se réserve le droit d'appliquer des tests plus importants sur n'importe quelle partie de la carrosserie de la voiture qui peut apparaître comme mobile ou qui est suspectée d'être mobile lorsque la voiture est en mouvement. On a donc relevé ce phénomène à Barcelone et on a laissé 2 Grands Prix, donc jusqu'au Grand Prix de France, pour les écuries avant de mettre en place des mesures pour éviter que ce phénomène ne se reproduise. Pourquoi avoir laissé du temps? Eh bien parce que faut refabriquer un aileron arrière et surtout vérifier qu'il passe bien les nouveaux tests. Nouveaux tests qui sont plus de poids et donc plus de contraintes où l'on va vérifier que l'aileron ne se déforme pas plus d'1 millimètre. On a 1 millimètre de marge. Pour continuer à éviter que les écuries passent les tests et puis qu'on se rende compte qu'en piste, ça se déforme toujours, on a collé des points verts de référence sur les ailerons arrière qui vont permettre de voir visuellement si l'aileron se déforme trop ou non. Et si avec ces nouveaux tests cela ne suffit pas, on peut toujours faire appel à notre fameux article 3.9.9 qui dit qu'on se réserve encore une fois le droit de renforcer les tests. Donc non, techniquement, on ne change pas les règles. De toute façon, que ce soit cette année ou l'année prochaine, les écuries sont toujours à la recherche de pouvoir contourner le règlement avec plus ou moins de réussite. Dans le cas de Red Bull, ils savaient à quoi ils pouvaient s'attendre s'ils se faisaient choper. Peu importe, ça valait probablement le coup puisque cela leur a servi pendant un certain temps. Dans le cas du DAS de chez Mercedes pour la saison 2020, il aurait fallu effectivement changer le règlement. On n'avait pas d'article qui permettait justement de pouvoir faire évoluer une manière d'appliquer le règlement. Et donc, on a changé le règlement pour interdire le DAS cette année. Que ce soit le Flexwing ou le DAS par exemple, de mon point de vue, ça n'est pas tricher. C'est être plus intelligent que les autres et faire mieux que tout le monde. En revanche, avec toute la complexité des voitures et les vitesses qu'elles prennent aujourd'hui, oui, ça peut être dangereux si le DAS a un dysfonctionnement ou si l'aileron arrière se brise à 315 km/h. Et les règles de la FIA sont aussi là pour éviter que les écuries partent faire absolument n'importe quoi, on va dire, qui pourrait potentiellement devenir dangereux pour le pilote et les autres sur la piste. Comme le dit Adrian Newey, pour un ingénieur, il n'y a pas d'esprit de la règle, c'est du tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, écrit noir sur blanc, on prend la partie tu peux et on pousse à la limite, tout simplement. Donc oui, en fait, tout ce qui n'est pas interdit est de surcroît autorisé. Cela a probablement réduit l'avantage de Red Bull, mais les voitures au taureau rouge sont toujours un brin devant les Mercedes pour l'instant. Et a priori, il n'y aura pas plus de développement supplémentaire par rapport à ce qui a été prévu pour l'ensemble de cette année 2021 chez Mercedes, tandis que Red Bull va peut-être continuer d'apporter quelques petites améliorations supplémentaires par rapport au travail prévu. Vous pouvez être sûr qu'entre Mercedes et Red Bull, ça continuera de se chamailler, de demander des clarifications ou même de porter réclamation. La bataille se fait aussi en dehors de la piste. J'espère juste qu'elle ne prendra pas le dessus sur ce qui se passe en piste, mais vu les tensions entre Hamilton et Verstappen, on va pas se faire trop de saucisses. Ça devrait aller.